Du coup, l'idée c'est quand même vraiment de pouvoir échanger avec vous sur ce qu'on fait dans notre travail. Moi, je suis arrivée à la communauté COST comme éducatrice en 2011, donc ça fait quand même pas très très longtemps. Et ce qui m'a quand même assez vite percuté, c'est le travail avec ou dans les familles. J'étais avant dans une autre région où ça se faisait pas, ou peu, ou en tout cas pas des mecs. Peut-être que l'aide sociale à l'enfance le faisait, mais nous, pas du tout. C'était vraiment des internats assez fermés. Et à COST, j'ai découvert ne serait-ce que la modalité SAPML que je ne connaissais pas du tout. Ça a été ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au travail avec les familles. Ensuite, l'institution a pu nous proposer quelques jours de formation, avec notamment Jean-Marie Lemaire qui est intervenu par rapport à la période de concertation. Et puis l'année dernière, quand les gens de Lille sont venus à COST, j'ai eu aussi l'occasion de me greffer en fin de journée pour échanger là-dessus. Donc quand on m'a proposé de participer, c'était assez intéressant. Voilà. Moi c'est Yazira Capot, donc je suis psychologue de la communauté COST depuis, je suis arrivée en 2010. Donc j'ai un parcours qui au départ était dans la prévention, donc plutôt cadre PMI, et à la fois d'un côté cadre PMI et maison d'enfants, mais du côté centre éducatif renforcé. Donc c'était le début des centres éducatifs renforcés. J'ai travaillé 6-7 ans, il me manquait un peu cette dimension de la famille, donc je n'étais pas très à l'aise, il me manquait quelque chose en tous les cas dans ma pratique. Donc je suis partie à Paris pour m'occuper du coup des adolescents plus grands, sans travailler du tout avec la famille, en me disant il y avait cette dimension de la famille, je n'arrivais pas à la trouver en collaboration avec d'autres. Voilà, j'étais toute seule. Et donc j'ai appris beaucoup de choses à Paris. Et les circonstances de la vie ont fait que je suis arrivée à COST, où j'ai appris qu'il fallait bouger un tout petit peu. Moi je suis arrivée à une maison d'enfants, ça va être le bon point. Je vais travailler avec les familles, avec les enfants, ça va être cool. Et puis on m'a demandé déjà de faire des choses un peu étonnantes, notamment M. Payan qui nous a proposé quand même une petite discrétion, mais sur la psychobox. Je me suis dit, je suis pas si tranquille que ça, mais c'était une nouvelle façon, une nouvelle approche, en tout cas de parler des émotions avec les jeunes. Je me suis dit, je ne sais pas si je vais rester longtemps. Et puis, il y a un chute effectivement. Tout d'abord, une façon de travailler que je ne connaissais pas, qui était quand même tous les concepts. Après, c'est peut-être plus les cliniciens qui connaissent ça sur la contextuelle, qui m'ont ouvert du coup tout un champ d'approche au niveau des familles que je ne connaissais pas. En tout cas, ça m'a parlé parce que je me disais ça ressemble plus à ce que j'avais envie de faire. Mais je n'avais pas les concepts, donc les concepts sont arrivés. Et la clinique de concertation me disant, là c'est ce qu'il me fallait. Voilà. Alors c'est pas la panacée, mais en tous les cas c'est une pratique qui me convient mieux et à laquelle je suis beaucoup plus à l'aise pour parler des familles. Et surtout d'arriver enfin à travailler avec les familles, des éducateurs et nous, voilà. Parce qu'on était souvent quand même chaque institution était cloisonnée. Et ce qui m'intéresse là, c'est qu'on est tous au même niveau avec des compétences qui ne sont pas les mêmes. Je tiens quand même à noter ça, on n'est pas tous pareils. Mais c'était un maillage intéressant et soutenant à la fois pour les familles, mais je pense plutôt soutenant vis-à-vis des professionnels. Voilà un peu. Donc moi je m'appelle Catherine Mazy. Moi par rapport à l'institution Maison d'enfants à caractère social communauté COST, j'y travaille depuis plus de 25 ans. Et en ayant fait le tour de pas mal de propositions et de services, puisque c'était quand même une maison d'enfants qui a toujours cherché à s'ouvrir et notamment à travailler avec les familles. Donc dès les années 80, on va dire, on a expérimenté sous l'impulsion et l'aval des juges des enfants ce qu'on appelle le placement à domicile au travers du service d'adaptation progressive en milieu naturel. Et donc, en tout cas, malgré cette expérience, on va dire, de travail dans les familles, puisqu'on travaillait beaucoup dans la proximité avec l'environnement social, scolaire, de loisirs, etc., des familles,
En 2011, quand on a eu une première session de sensibilisation aux outils de la clinique de concertation, je me suis dit, on travaille peut-être dans les familles, mais on ne travaille pas avec. Voilà, et à l'époque, moi j'étais sur une équipe spécialisée de SAPMN, donc on n'intervenait pas sur des temps d'hébergement collectif. Et la mayonnaise a tout de suite pris, c'est-à-dire qu'on est parti de situations concrètes. Une adolescente qui n'arrêtait pas de fuguer, c'est quelque chose qui va parler à chacun. Et au lieu de parler des fugues et de notre difficulté à suivre cette adolescente, à se lamenter entre professionnels, l'intervenant, donc Jean-Marie Lemaire, dont on a parlé précédemment, a fait un sociogénogramme, et on y reviendra tout à l'heure, avec des flèches qui représentent les activations, notamment de la jeune fugueuse, et ça n'avait plus rien à voir. D'un constat de lamentation et de difficulté, on parlait de ce que, et on avait sous les yeux ce que nous montrait cette adolescente. Et on partait de ça. Voilà, donc moi j'ai tout de suite très vite expérimenté l'outil du sociogénogramme. Après on reviendra comment de manière institutionnelle on est allé progressivement. Et dans la foulée j'ai fait ma demande de formation à la clinique de concertation où j'ai démarré l'année dernière en me rendant à Paris une fois par mois et où je rencontre d'autres professionnels de territoires différents et voilà, une formation théorique et pratique sur différents territoires de France et d'ailleurs, Belgique, Italie, etc. Voilà. Peut-être qu'on se disait aussi que comment est-ce qu'on est arrivé là? On est venu en TGV. Ça a duré 5h30, donc on avait prévu de l'eau, un peu de vin, on a fait l'apéritif. Et ça a l'air anecdotique, mais quand on parle de changement radical, de travail avec les familles, voilà, quand on reçoit, on accueille des membres d'une famille, des enfants, des jeunes adolescents, pour faire un sociogénogramme, on n'invite pas forcément les personnes à s'asseoir d'emblée comme ça. On leur demande comment ils sont venus, par quel chemin ils sont arrivés, on leur offre un café, ça a l'air anecdotique, mais voilà, donc on tenait à vous signaler qu'on a fait un voyage plutôt sympa. Donc l'utilisation du sociogénogramme, un processus institutionnel, donc c'est un peu ce qu'on essayait de dire, c'est que c'est pas venu du jour au lendemain. Et avant, c'était comment? Alors, avant, à Cosque, mais comme je pense dans encore pas mal d'endroits, on partait beaucoup de la lecture du jugement. Les familles étaient reçues principalement par le directeur, peut-être parfois par un chef de service. Et donc, il y avait l'énoncé du jugement qui reprend quand même beaucoup les difficultés des personnes. Et on partait essentiellement de ça. En tout cas, le premier contact, c'était ça, l'accueil des familles, c'était vous êtes là parce qu'il y a telle ou telle difficulté et donc telle décision qui est posée. Donc après, sous l'impulsion, en tout cas sur le plan institutionnel, c'est notre directeur, M. Payan, qui s'est mis à expérimenter un peu tout seul au démarrage, en recevant les membres de famille lors des premiers entretiens, à faire un sociogénogramme. Et là aussi, je crois que, enfin en tout cas dans l'expérience qu'on a envie de vous communiquer, ce qui est important, c'est qu'on peut se tromper, on n'est pas justement des experts, on fait avec, et je pense que les membres des familles sont très sensibles à cette expérimentation, à ce décalage au niveau du positionnement. On n'arrive pas, on sait tout, on lit un jugement, on sait leurs difficultés, etc. Non, on part d'autre chose.
Donc, M. Payan a commencé à expérimenter voilà, de cette façon-là, et petit à petit, certains éducateurs se sont greffés à ces premières rencontres. Et puis on a vu que ça provoquait une mise en confiance plus rapide. Donc un gain de temps aussi dans le repérage des ressources. Et non pas forcément se focaliser sur les difficultés à l'école ou du conflit parental ou je ne sais quoi. Donc voilà, en constatant tous ces changements provoqués et des changements positifs, il a été décidé d'institutionnaliser cet outil et donc de formaliser à chaque accueil de nouvelles situations, de recevoir les parents, les jeunes, parfois les personnes qui amènent. Oui, que ce soit quelqu'un de la famille ou un représentant de l'aide sociale à l'enfance, et un sociogénogramme est réalisé. Voilà. À partir de cette volonté d'institutionnaliser cet outil, on s'est dit qu'il fallait une procédure. Donc on a mis en place, en tout cas, essayer de repérer une procédure d'admission, donc avec en préalable une présentation à l'ensemble de l'équipe, ASE, discussion autour du comment nous entrons en contact avec la famille, puis l'introduction par l'aide sociale à l'enfance dans la situation, pour arriver ensuite au sociogénogramme. Donc on essaye de respecter ces différentes étapes. Sachant que cette procédure d'admission, elle a été réfléchie et institutionnalisée comme ça depuis quand même pas très très longtemps. Ça doit faire un an et demi, 2 ans qu'on est sur cette base-là. Et parce qu'on a fait des allers-retours quand même aussi. Donc c'est souvent avec le constat qu'on a fait qu'on en est arrivé ici, mais ça n'a pas été évident dès le départ de se dire on va faire dans ce sens-là, ça va être l'ASE. Puis après, ce qu'on a quand même trouvé intéressant, c'est de mettre le sociogénogramme à l'arrivée des situations. Parce qu'on a pu commencer au début à utiliser le sociogénogramme avec des situations qui étaient déjà là, il fallait bien que ça commence à un moment donné. Et on s'est quand même rendu compte que c'était intéressant d'accueillir les familles par cet outil-là, ce qui n'empêchera pas après de le réutiliser à d'autres moments de l'accompagnement. Ou parfois de se rendre compte qu'il y a des familles pour qui c'est compliqué. Et que ça, il faut aussi en tenir compte. Donc, un sociogénogramme, c'est quoi? Alors, il y a des codes couleurs. Bon, déjà, moi, je ne sais pas si dans cette salle, tout le monde sait ce que c'est qu'un sociogénogramme. Pardon? Dites-nous. C'est un dessin. Oui. Je vais juste débrancher quelques instants et rebrancher l'ordinateur d'à côté pour vous présenter une animation qui présente de façon un peu classique le sociogénogramme. Je vous mets ici. Bon, ce que j'avais quand même envie de dire à propos du sociogénogramme, c'est que dans la mesure de procédure, on l'a mis d'emblée quand on accueille les familles. Mais on avait quand même tendance, au tout départ, à l'utiliser pour des situations plus difficiles. On était encore, je pense qu'on a encore beaucoup de... Parce que c'est pas la panacée, que ça vient pas... Même si ça nous parle, même si on est d'accord, on a quand même des habitudes. Et c'est vrai qu'on avait quand même tendance à utiliser le sociogénogramme pour les situations les plus compliquées. Et le fait de prendre des risques au final, et en fait ce qui nous a permis de pouvoir le mettre quand même, en tout cas moi de ma pratique à moi, d'être plus à l'aise de le mettre d'emblée dans les familles qui arrivaient, et qu'importe si c'était assez compliqué ou pas, c'était la prise de risque parce qu'on avait tendance quand même au tout début, en tous les cas moi, à avoir un peu ces scènes un peu de sidération, c'est un peu magique.
Alors c'est les autres qui avaient les feutres, c'est les autres qui avaient des couleurs, et on voyait ça s'activait de partout. Oh, c'est chouette, c'est vachement bien. Montrer ce que c'est. On montrera, voilà. Mais le fait de prendre des risques là-dessus et de se ménager, il me laisse. Mais ce n'est pas tant sur le dessin, c'était surtout. Alors, donc, le sociogénogramme, il y a un code couleur. Donc, le noir, ça représente ceux qui vivent ensemble, les membres de la famille. Ensuite, il y a le vert, qui représente les professionnels. Pardon ? Et il y a 2 sortes de noirs. Les garçons, les filles. Voilà. En Donc, fait, les membres de la famille, ça puis et l'environnement proximal des familles, que ce soit peut être un voisin, ça peut être les camarades de l'école primaire, voilà, le gardien d'immeuble, etc. Et donc on représente les activations par des flèches avec un code couleur. Donc quand les membres des familles, enfin c'est pas quand, les relations entre les membres de la famille sont représentées par des flèches bleues. Les professionnels entre eux, ce sont des flèches vertes. Du juge des enfants qui confie un enfant à l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance sollicite la maison d'enfants, communauté COST, etc. Quand les membres des familles activent les professionnels, ce sont des flèches rouges. Et quand les professionnels se rendent disponibles, mènent des actions auprès des membres de famille, ce sont des flèches oranges. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait les gens se retrouvent très vite là-dedans. C'est un outil ludique. Les enfants aussi se l'approprient. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on s'y retrouve pas, on peut l'utiliser. Parce que moi, je parle de ma position où les codes couleurs, honnêtement, je me plante encore et très régulièrement. Et c'est pas ça qui a une valeur vraiment. Le but du jeu, c'est de se retrouver autour d'une histoire, d'un dessin et d'échanger là-dessus. Après que c'est pour nous aider, pour nous guider les couleurs. Mais on Après, pas forcément. ce qui est important à souligner, c'est que les flèches représentent des activations, mais qu'elles ne sont pas qualifiées. C'est-à-dire qu'une flèche bleue entre un papa et son fils, ça peut être une récompense, ça peut être il est allé au resto ou je sais pas quoi, et ça peut être une claque. On ne qualifie pas. Et ça, c'est hyper important. Pardon ? J'ai dit une Vas-y. Non. Voilà. Ensuite, quand on réalise un sociogénogramme, on commence toujours par les professionnels. Ce qui fait qu'on ne parle pas de l'histoire de monsieur, madame, de tel enfant. À la limite, le génogramme qui est représenté, donc les ronds, femmes, filles, carrés, garçons, hommes, ça peut arriver après 20 minutes, une demi-heure. C'est pas ça l'important. L'important, c'est par qui avez-vous été activé, comment on est arrivé à ce jour d'aujourd'hui où on fait un sociogénogramme. Voilà. Si par exemple un des parents est venu avec un représentant de l'aide sociale à l'enfance, on va partir de ça. Donc on commence toujours par se représenter nous-mêmes en tant que professionnels et de remonter la cascade des activations par qui on a été sollicité et activé. Et donc de fait, ça rassure, moi je trouve, les membres des familles, ça leur met pas la pression. Et puis c'est une façon d'observer comment les professionnels travaillent. Voilà, réaliser aussi tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont activé. Hein. Ça rassure, et puis le support ludique, le fait que, enfin ça on en discutait aussi, quand les familles arrivent et qu'on va faire un sociogénogramme, et ben il faut aller chercher des feutres, il faut aller chercher un papier suffisamment grand pour le représenter. Enfin, tout ça, ça permet déjà dans l'échange avec les familles, sans que ce soit on rentre dans un bureau, on ferme la porte, on s'assied et voilà, on rentre dans les difficultés. Et c'est pour ça que même quand on ne maîtrise pas vraiment le sociogénogramme,
il y a déjà quelque chose d'intéressant dans le contact avec les familles. Et arriver en disant je suis un peu comme vous, je suis un peu perdue, mais on va essayer de voir pourquoi on est là. Et souvent, ça les aide vraiment à être en confiance. Mais au-delà du socio-génogramme en lui-même, qui est même important, c'est quand même le support sur lequel on peut. C'est quand même un support de projection important. Ce qui est important, c'est que c'est un moment où la famille va se rendre compte de la façon dont on va travailler. Et c'est déjà un premier lieu où elle va expérimenter si ce qu'on dit va être fait. C'est-à-dire, comme on parle d'abord des flashbacks, effectivement des professionnels, ensuite, eh bien, quand on fait le génogramme classique, on peut savoir, on est par exemple au courant qu'il y a un papa et une maman. Le père ne peut ne pas apparaître. Et ce qui est annoncé quand même, au niveau des familles, quand on va commencer le socio-génogramme, en tout cas, moi ce que j'annonce, mais je ne sais pas pour tout le monde, c'est s'il y a des choses dont vous ne voulez pas parler, on n'en parlera pas. Et je dis, mais si jamais, par hasard, je dérogeais à cette règle-là, faites-le me savoir. Et donc, quand on est dans les familles, etc., où on dit, mais là, ce papa-là, on n'en parle pas. Et alors, on peut parfois, par des formations professionnelles, dire, mais là. Et donc, les familles, elles disent que. Et ils nous remettent un peu là, et de fait, se rendre compte qu'on respecte ça, qu'on ne va pas y aller. Voilà, c'est leur montrer déjà une première base, maintenant, voilà, ce qu'on dit, on le fait. Et on tient compte aussi on n'est pas parfait non plus. Et c'est notre en relation qui nous fait gagner beaucoup de temps. Simultanément, quand on explique, parce que souvent les codes couleurs, on le fait comme on est en train de faire avec vous, c'est-à-dire qu'on le fait au fur et à mesure. On énonce aussi des grands principes régulateurs qui sont importants et on commence par un tour de présentation. Et ça aussi, ça a l'air anodin, mais combien de fois on s'est retrouvé à des synthèses ou des réunions entre professionnels, parfois même en présence de certains membres des familles, et où en fait on part du postulat que tout le monde connaît tout le monde. Or, voilà. Au-delà de ce tour de présentation, c'est aussi comment chacun va se présenter. On commence toujours par les professionnels et on termine par les membres des familles. Voilà. Ensuite, on énonce, on remercie toujours les personnes présentes de leur contribution, parce que c'est pareil, ça a l'air d'être une banalité, mais c'est important de reconnaître la contribution des familles. On nomme le fait qu'on va parler des absents comme s'ils étaient là. Ça aussi, c'est... À la fois des familles et des absents, des partenaires aussi. Parce que finalement, c'est parfois aussi compliqué de parler des partenaires en respectant, en faisant comme s'ils étaient là, que des familles où on prend souvent plus facilement cette précaution d'emblée. Donc les absents, effectivement, ça peut être des professionnels parfois avec lesquels certains membres des familles sont en conflit. Donc c'est très important de lier à la façon dont on va parler d'eux. Ça peut être des personnes décédées dans les familles. Moi, je me rappelle de l'exemple d'un petit garçon de 6 ans qui, au travers d'un socio-génogramme, a pu quand même, voilà, après c'est dans un contexte de travail plus particulier, de concertation, mais je pense qu'au travers d'un socio-génogramme qu'on fait au démarrage d'un accompagnement éducatif, ça pourrait tout à fait arriver. Il s'est présenté d'emblée comme un petit garçon dont le papa était décédé. Et puis il s'est mis à dessiner. Et on a pu intégrer le dessin, donc ça représentait son père, voilà, dans le ciel, sur le socio-génogramme. Voilà. Le socio-génogramme, pareillement, au fur et à mesure, on peut le faire évoluer. Très souvent, quand on sait qu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge, des fratries, on rajoute une bande de papier sous le premier papier habituel, et très souvent, spontanément, les enfants demandent des feutres et dessinent en dessous. Voilà.
Donc ça c'était une aparté. Ouais, mais il change quand même beaucoup dans l'accueil des familles parce que auparavant, souvent les enfants principalement en bas âge, ils rentraient même pas forcément dans le bureau au moment de l'accueil. Alors que là, ils sont vraiment présents tout le long et ils participent à leur manière selon. Oui, ils sont pas obligés de rester sur une chaise. Et ils ont le droit de sortir, de rentrer, de revenir. Ça permet aussi aux parents si ça devient compliqué de s'occuper d'un enfant, enfin, ça laisse quelque chose de très vivant et dans l'échange. Autre principe, on remercie les familles de nous aider à mieux travailler. Voilà, c'est un postulat de base, mais c'est pareil. Je pense que souvent ça les rend un peu muets, hein, parce que ils savent pas quoi. On les a jamais mis à cette place-là, de pouvoir contribuer au fait qu'on travaille mieux entre professionnels et avec eux. Et ce que disait ma collègue Jazira, qu'il est possible de ne pas parler des sujets dont ils ne souhaitent pas parler. Et même ça les déstabilise. Il y a quand même certaines familles qui ont des parcours institutionnels assez longs depuis très longtemps et qui sont habituées à partir justement des soucis, à répéter leurs histoires, que ce soit à l'école, dans la protection de l'enfance, dans plein d'endroits. Et là, d'arriver à un endroit où déjà on ne va pas commencer par vos problèmes, on va commencer par dire c'est nous qui sommes là de telle manière et arriver à eux, quelquefois ça les déstabilise aussi. Et ça amène vraiment une autre dynamique qui amène justement au fait que ça décale les pratiques et où on est à plus chercher les ressources. Je viens un peu là peut-être pour étayer ce qui vient d'être dit. J'ai été chercher dans l'ordi, il y avait un sociogramme qui a été fait il n'y a pas longtemps, hein, puisque c'était le 17 juin. Donc du coup je me permets de parler parce que c'est moi qui l'ai fait. Pour vraiment expliquer, donc par exemple ça souvent commence au niveau, alors je ne sais pas pourquoi ce jour-là j'avais pris une petite feuille, parce qu'elle n'est pas très grande en fait, mais on commence par parler de soi, donc par le verbe, hein, comme expliquaient les collègues tout à l'heure. Donc souvent je me dessine en premier, puis du coup on dessine l'institution, COST, et on explique, voilà, quand j'ai entendu parler de vous la première fois, c'est la chef de service adjointe de l'ASE, donc qui avait, dans un échange de mails, est-ce que tu as de la place là bientôt donc je dis que je renvoie un mail en disant, oui, si on a cette situation-là qui s'arrête, puisqu'on est d'accord que ça s'arrête, on aura une place. Et des fois, c'est ces échanges, du coup, de dire que le travailleur social est venu présenter la situation au niveau de l'équipe éducative, que du coup ont été nommés les éducateurs référents, le binôme éducatif, et que du coup après on avait pris contact avec le foyer de l'enfance où la gamine était accueillie, etc. Mais des fois il y a des choses où là c'était assez rapide pour le coup, mais des fois il y a des étapes qui sont importantes et successives qu'il peut y avoir avant, entre le moment où les familles entendent parler de la communauté COST et le moment où ils vont venir nous rencontrer. Il peut se passer parfois plusieurs semaines, voire on pourrait se retrouver des fois, ça se chiffre pas en mois avec un S, mais en tout cas on peut arriver à 3-4 semaines entre le moment où ils ont entendu parler et le moment où on se voit. Et que parfois il y a le fait de décomposer tout le chemin qui, entre les professionnels qui a été effectué, donne sens à un moment donné. C'était pas du désintérêt, c'était pas, en tout cas on essaye de montrer que c'était pas du désintérêt, mais que c'était qu'on a eu de la préoccupation à plein d'endroits les concernant, et qu'à un moment donné, souvent, alors je dis parce que c'est vrai qu'on a tous un peu une manière légèrement différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une technique de sociogénogramme en soi, sur ce principe, vraiment de commencer par les professionnels et de prendre le temps de s'exposer nous, où on arrive souvent, quand il y a le moment de la rencontre, donc le lien avec la procédure d'admission que vous avez vu tout à l'heure, où du coup on fait apparaître au moins l'enfant et ses parents qui sont venus au rendez-vous à l'aide sociale à l'enfance pour qu'il y ait une présentation, etc. Et là du coup on commence à faire apparaître le noir sous forme de génogramme, etc. Et après c'est là
où en gros on laisse la parole, et d'indiquer, mais du coup, le fait d'être arrivé au foyer de l'enfance, mais comment êtes-vous arrivé là? Et que les choses remontent doucement, de proche en proche, et d'essayer vraiment de faire ressortir des choses. Et c'est vrai que là, c'est une situation. Donc, ça apparaît, c'est affiché, mais c'est aussi parce qu'on prend la préoccupation de demander à chaque fois, dans la rubrique aussi, de nous aider à mieux travailler. Alors, on demande l'autorisation aux familles de pouvoir prendre en photo le socio, et puis, parce que par exemple, maintenant, quasiment à chaque fois, ils repartent avec. Les familles partent avec le dessin. Et on demande l'autorisation de pouvoir l'utiliser, ça servira dans des temps de travail, etc., et d'échange, et les gens sont ravis généralement ravis de dire oui, il n'y a pas de souci, au contraire, je suis content. Même des fois, ils nous disent si vous voulez garder un peu le dessin, travaillez dessus, puis quand vous aurez plus besoin, vous me le rendrez. Et donc au début, moi j'avais fait non, c'est bon, on va prendre une photo, etc. Et donc on avait un collègue de Catherine qui aurait dû être aujourd'hui ici, qui est aussi en formation de clinique de concertation, qui m'a dit c'est bête parce que tu aurais eu l'occasion de permettre à cette maman d'être contributive là, et à ce temps, ça c'était la jeune, d'être contributive parce que tu aurais accepté le fait de prendre le dessin et de lui rendre la fois d'après. Et alors que moi je voulais lui rendre service en disant non, c'est gentil, on a la photo, etc. Et je pense que c'est vraiment des petites choses, des petits détails comme ça qui viennent à un moment donné permettre aux familles de se sentir vraiment reconnues en tant que sujet, en tant que personne, et de cette idée que le peu qu'ils font, ils peuvent aussi aider les professionnels, ça décale vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut vous le montrer, puisqu'il y a eu la permission effectivement de Clarisse et de sa maman, avec la particularité, je pense qu'on regarde quand on a eu la présentation du GAE de cette situation, donc c'est en gros signalement que le compagnon de madame, donc cette flèche bleue, juste cette flèche bleue, en fait c'est marqué dans le GAE, c'est une agression sexuelle. Et où en fait, on se rend compte qu'au départ il y avait la maman, mais la plupart des ressources contre la maman et cette jeune fille sont du côté de la famille de ce beau-père. Et alors que, a priori, alors on ne sait pas, on n'a pas de vie, on ne peut pas faire l'admission de la personne sans le socio et la même avec. Donc on ne sait pas ce qui va se passer si on ne l'aurait pas fait, mais je pense que le fait d'aller pouvoir travailler sur le côté de la belle famille, on va dire, et de toutes ces ressources, on ne l'aurait pas vu, en tout cas pas tout de suite. Peut-être qu'on l'aurait vu au bout de 10 entretiens, de rencontres, je ne sais pas, c'est vrai qu'on a du mal à le quantifier par rapport à ça, mais voilà. Je ne vais pas vous bouffer plus la parole, mais je crois que c'était, peut-être ça permet que ça vous parle un peu plus pour les personnes qui ne l'avaient pas encore visualisé, etc. Et voilà, je vais me taire. Si vous voulez rajouter des choses avec ce... Enfin, avec celui-là, précisément, moi je n'étais pas, mais c'est vrai que... Parle dans le micro, s'il te plaît, parce que peut-être qu'on t'entend pas. C'est vrai que le sociogénogramme, ce qui je trouve intéressant, c'est que d'emblée, les membres des familles comprennent très bien que c'est pas un outil à nous pour mettre dans un dossier, dans un classeur, etc. Ils le prennent, ils ne le prennent pas, ils le détruisent s'ils veulent, ils le mettent sur le frigo, il y en a qui l'affichent, il y en a qui l'amènent lors d'une audience auprès du magistrat. Voilà. Il y a parfois des jeunes majeurs qui ont pu expliquer à leurs parents avec qui ils étaient en rupture voilà, le travail qu'ils ont pu élaborer avec l'équipe éducative. Et puis, c'est pas forcément dans une salle, parfois on a sorti des sociogénogrammes en plein air, dans un jardin. Il nous est arrivé de faire des sociogénogrammes au domicile parce que, pareil, même si on a établi une procédure institutionnelle, on s'adapte et justement on répond aussi à la force convocatrice des familles et que parfois, voilà, c'est pas forcément au tout début de l'accompagnement éducatif, ça peut être 3 mois après, ça peut être à un moment donné où on ne sait plus vers quoi se tourner, donc on essaye d'utiliser cet outil. Quand on dit qu'il fait partie de la procédure d'admission, c'est qu'en tout cas, le proposé fait partie de cette procédure. En général, il va accepter, mais
enfin, l'admission, elle ne dépend pas non plus du fait que le socio-génogramme soit fait. S'il y a des jeunes, des familles qui veulent pas, qui refusent, qui viennent pas à ce moment-là, ça n'empêche pas l'admission non plus. Et c'est souvent à ces moments-là qu'on a pu parfois le reproposer plus tard ou le faire au domicile parce que ça a été... parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est encore trop formel et trop compliqué de venir faire un socio-génogramme à l'institut. Puis à la maison, c'est quand même, ça a une autre connotation, parce que quand on est dans le cadre de la maison d'enfants, c'est assez protocolaire, même si on fait attention, ça permet d'autres choses au domicile, parce que du coup, il y a quand même le voisin qui peut arriver, le cousin, moi je sais qu'on a vu ça, alors c'est là, en général, c'est pas cardé sur un mur, mais ça peut être fait à plat. Ce qui change complètement donc, sur la table, parce qu'en fonction des fois sur les murs, on ne va pas non plus demander aux parents s'il y a trop de cartes, de machin, donc on fait sur la table. Du coup, ça change la perspective, parce que du coup, on n'y arrive plus de la même façon, on ne se projette plus de la même façon. Et on voit aussi la dynamique familiale qui peut jouer, la difficulté. Moi, je me souviens qu'il y avait une maman qui me dit oui, on va le faire, ce socio-génogramme. Si ce n'est qu'elle est restée tout au fond de la salle, et on était tous autour de la table. Alors, il y avait les enfants, la tante, la cousine, etc., qui interpellaient quand même cette maman au bout, et qui est arrivée demi-heure, trois quarts d'heure après, à venir s'installer autour de la table, à participer. Elle n'a pas dit tout ce qu'elle avait à dire, il y avait des choses auxquelles ce n'était pas praticable, donc on y a fait attention. Mais voilà, c'est quand même, ça nous a quand même donné des billes, et surtout pour les enfants. Voilà, pour la famille qui comprend un peu, et ça n'a pas pris. Voilà. Et on a gagné un temps fou. Je sais pas si c'est possible de poser une question. Oui. Il faut. C'était peut-être plus en lien avec le dessin. Je ne sais pas si c'est possible de revenir sur une question anecdotique. J'aime beaucoup l'apport de l'anecdote justement dans ce que vous dites du voyage que vous avez fait. J'y suis très sensible. La question que je me pose, c'est pourquoi envers les professionnels, c'est des monsieur, madame. Est-ce que c'est volontaire et est-ce que toute la famille sont des prénoms et c'est peut-être une question de confidentialité, mais moi, du coup, quand même, quand je vois ça de l'extérieur, je me dis, bah tiens, il y a le nom des monsieur, madame, et puis il y a la famille, et puis la famille, c'est pas des monsieur, madame, c'est en tout cas les adultes. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que voilà, souvent, ça c'est effectivement, alors même à une époque, en fait, il y avait Monsieur Lepointre, chef de service, et c'était, là, je sais qui c'est qu'on a, comme c'était Sandra et Priscilla, les éduques. C'était, déjà, il y avait, et depuis quelques temps, maintenant, je mets un nom. Et je le verbalise en plus, je dis avant, je mettais les prénoms, mais pourquoi Et après, quand on arrive au niveau des membres des familles, on demande comment ils ont envie d'apparaître aussi. C'est-à-dire que c'est, comment dire, si c'est papa-maman, enfin, au moment d'un enfant, ben, voilà, parce que des fois, au niveau d'un beau-père, d'une belle-mère, ou là, dans notre situation, c'était les grands-parents qui ont élevé leur petit-fils depuis tout petit, et en fait, il appelle ses grands-parents papa et maman, que ses oncles et tantes, c'est comme des sœurs, et ils les appellent donc par leur prénom, et non pas tata ou tonton, et du coup, on les fait apparaître. Et on demande comment vous souhaitez qu'on apparaisse, et après le reste du dessin, on les appelle comme c'est inscrit. C'est-à-dire qu'à papa, je vais lui dire papa. Je vais lui parler comme quand c'est l'enfant de parler. Là, donc c'est en ce sens-là que du coup, il y a cette différence. Alors après, c'est le choix que je fais déjà, mais qu'en général, on fait apparaître ces mots-là de cette manière-là. Voilà. Avec la pratique, ce qui est intéressant, c'est de se servir de ces gènes quand on est patient. Des gènes qui pourraient faire un prénom, pour faire une couleur, et les partager. C'est dire, au fur et à mesure, c'est qu'au début, j'essaie de moi de trouver la solution et d'écrire bien ou de mettre la bonne couleur en disant que je vais mettre la bonne couleur. Et petit à petit, je me suis dit, ah ben tiens, je ne sais pas comment dessiner ça. Et ce qui se passe là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que là, je joue la question avec les membres de famille. Alors là, beau va se trouver, mais non, on peut le faire en vert, c'est professionnel. Oui, mais ça aussi, c'est des situations dans lesquelles le médecin est l'ami de la mère. Le médecin est l'ami de la mère. Je le fais en vert ou je le fais en noir? Bon, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'ouvrir la question avec les gens, plutôt que de se positionner et venir d'emblée à la place de celui qui va répondre.
on vient de là, hein. Donc culture la médecin, il vient de la première position, c'est qui vient dire comment il faut. Et petit à petit, on apprend à plutôt utiliser nos gènes et nos questions comme des ressources. Parce que là, ça donne aux parents, au monde des familles, de venir apporter quelque chose. Et oui, il va y avoir un débat. Et ce débat, j'ai envie de dire, plus il dit, au mieux c'est. La maman va dire, la grand-mère c'est une professionnelle, la dose du donc sa copine, j'ai une maman. Ça, je trouve que c'est rester un peu dans ces espaces-là, c'est très très intéressant. Plutôt que de clore en disant bon, on va le faire en verre, on va passer à autre chose. Non, restons en clore. L'eau va venir, c'est un débat. Alors, moi j'ai aussi passé beaucoup de temps sur comment on écrit. Alors, les prénoms. Moi ça prend un peu long. C'est un O ou un A? Non, c'est un O. On s'est discuté. J'ai fait avec un O, avec un A, c'est un I, c'est un tréma. Et ça aussi, c'est très très intéressant. Ce que ça ouvre. L'exemple d'une jeune fille qui s'appelle Christina. Dans la plupart des dossiers, on écrit avec un H. Et tout de suite, au sociogénogramme, le père dit ben non, il n'y a pas de H, je suis d'origine sicilienne. Et donc, hop, on est parti après sur les origines italiennes du papa. Et donc, forcément, ça ouvre. Voilà, je pense qu'un des intérêts du sociogénogramme, c'est ça ouvre l'échelle de travail. Voilà. Puisque ça fait partie de. Quand on va aborder la question du décalage des pratiques, on propose aux membres des familles de venir avec toutes les personnes qu'elles jugent utiles d'amener pour ce type de travail. C'est pas clos. Pardon. Je ne sais pas si on a répondu. Et donc le décalage des pratiques, je pense que repérer les ressources plutôt que les défaillances, on en a parlé au départ, où justement, avant on était assez axé sur les défaillances et sur ce qu'il n'y avait pas. Concrètement et dans beaucoup d'exemples, on peut voir que ce sociogénogramme il aide vraiment à ça. Et à pas limiter les ressources sur celles que nous on aurait amenées, parce que même avant on cherchait quand même des points positifs ou des ressources à beaucoup d'endroits, mais c'est des ressources amenées par les familles. Et donc souvent ce serait pas. Ça fait gagner du temps, on ne se serait pas douté qu'est-ce que tu es là. Validation précoce des ressources, même lointaines. Tu peux dire quelque chose là-dessus? Ouais. Ça rejoint de repérer les ressources amenées par la famille, c'est que là, si les ressources sont en Sicile ou sont de la France, ou moi pour ma part j'ai eu l'occasion d'aller en Algérie parce que justement une famille a pu présenter des ressources en Algérie, dans la mesure du possible, on essaie de vraiment utiliser ce qui est amené par cette famille. Et c'était des choses qui avant en tout cas pour ma part, ne serait pas du tout venu à l'idée de me dire tiens, son papa il est isolé, mais n'empêche que si on l'écoute, il ne l'est pas. En Algérie, il y va quand même 3 mois par an, et il y a une famille autour, il y a des gens qui peuvent peut-être nous aider dans la situation de son fils. Et si c'est ça qui compte pour lui et qui l'amène, pourquoi pas, on peut aussi travailler avec. Donc là, en plus, c'était réalisable et ça m'a permis de partir de ce qu'il amenait. Et pour la suite, le fait d'être allé en Algérie et d'avoir pu partager ça avec ce monsieur, ma relation elle a vraiment changé. La confiance, ça a aidé un maximum à ce qu'elle s'installe. On peut parler de ce qu'a dit le juge par rapport à ça. Madame Prats, quand il est sorti de l'émission. Oui, en fait, tu sais ce que, en fait, là, les événements récents, ce voyage en Algérie, c'était il y a 2 ans, et donc c'est une situation qu'on ne suit plus, mais auquel on avait été invité à une audience parce qu'il sortait de prison, etc. Et
situation vraiment complexe, et le magistrat a pu ressortir que, donc le juge des enfants, que la juge d'application des peines avait accepté une sortie anticipée de prison, après 6 mois d'incarcération, parce qu'il y avait le projet d'Algérie, et ressorti, c'était très surprenant à ce moment-là, que ça se faisait grâce à la communauté d'Écosse, parce qu'ils étaient allés repérer ces ressources 2 ans plus tôt en Algérie, que du coup, cette validation étant effectuée, elle pouvait, en toute confiance, valider ce projet de voyage en Algérie pour ce grand gamin maintenant. Mais c'est vrai que c'est tout le travail de Lauriane avec son collègue Thierry à l'époque qui avait mené ça pendant plusieurs jours là-bas, qui semblait au départ un peu une folie de convaincre mon directeur de l'intérêt de cette idée, mais quand on a les bons arguments, il est très à l'écoute. Et ça a pu se faire, et je pense qu'à d'autres occasions, on est allé à d'autres endroits, on est allé à Vichy, on est allé à Dijon, on est allé à des endroits au départ qui sont loin pour nous, alors peut-être pour vous c'est pas le moment, et que du coup, souvent ça a permis d'une déporter la durée des prises en charge, parce qu'il y a voilà, des choses qui se sont passées, qui ont été reconnues, qui ont été validées, et heureusement la zone a suffi. Voilà. Non, puis dans les ressources lointaines, bon, il y a des ressources lointaines en termes de géographie, mais c'est surtout, ça peut être lointaine aussi, être reçu. Par exemple, pour ma part, j'ai très peur des chiens. Si la famille, il va y en avoir dans la maison et que le travail c'est d'aller là-bas, bien sûr je vais pouvoir dire que j'en ai peur, mais c'est aussi aller de ce qui est loin de nous, ce qui ne me paraît pas si évident, de vraiment être avec ce que les gens. Et suite au voyage en Algérie, le travail avec ce papa, c'était, en tout cas en termes de communication, parce qu'après la situation elle était complexe et elle est toujours. Mais en termes de communication et d'échange, c'était totalement décalé de ce qu'il pouvait y avoir avant. C'était plus quelqu'un qui arrivait de manière peut-être revendicative, ou c'était un monsieur qui était assez revendicatif. Et après, non, c'était un monsieur qui nous avait reçus chez lui et présentait sa famille. Et ça a quand même apporté. Permettre on a dit que donc, les membres des familles peuvent venir accompagner toute personne, et de toute personne, même si c'est pas la famille. Enfin, parce qu'on dit souvent un oncle, une tante, mais ça peut aussi être un ami, un voisin. Moi j'ai l'exemple d'une famille il y a pas très longtemps pour qui j'ai fait un sociogénogramme et qui tenait à amener donc au départ la dame dit ma sœur, qui en réalité n'est pas sa sœur. Et le fait qu'elle ait pu être présente, ça a aidé aussi au niveau de la confiance, parce que c'est une personne dont l'aide sociale à l'enfance refusait toujours la présence. C'est-à-dire que comme c'était ni la tante, ni la grand-mère, pendant que les visites étaient médiatisées, elle n'a jamais pu voir les enfants. C'était pas possible, il n'y a pas de lien de sang, il n'y a pas de droit de visite, point, et on ne se pose pas la question. Alors que quand on a pu rencontrer cette famille et qu'elle a dit mais cette tante, c'était aussi la voisine qui a élevé les enfants, qui les voyait tous les jours, qui a toujours été soutenante pour nous. Enfin, la place de cette personne dans la famille, elle était évidente en fait, mais pas tant que ça. Donc ça signifie par rapport au génogramme que toutes les personnes identifiées sont susceptibles au cours de l'accompagnement de venir à la demande des familles. Oui. Il n'y a pas de censure quelconque, c'est-à-dire n'importe qui peut venir figurant sur le génogramme, oui. Sur le socio-génogramme. Et il sera représenté après. C'est pas forcément très codifié, hein. Ça peut être. Je sais pas, c'est un entraîneur de foot, on peut faire un terrain de foot puis mettre le bonhomme sur le terrain de foot. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas entraîner des discussions avec les autres professionnels qui risquent de se retrouver dans une situation assez inconfortable, très inconfortable, de se retrouver dans une réunion de travail avec la sœur qui n'est pas la sœur. Donc, et comment on arrive à créer, à faire arriver cette sœur qui n'est pas la sœur avec la sœur, c'est du travail. Comment on va expliquer à les autres l'intérêt de faire venir la sœur qui n'est pas la sœur? C'est un peu le sens de la question. Et oui, et j'ai bien compris, donc ça fait travailler, c'est intéressant, parce que ça va nous mettre en gêne, nous ça ne nous gêne pas, ça y est, enfin, ça nous intéresse.
Ce qui est encore plus intéressant, c'est comment on va réussir à faire venir Laetitia en enfance dans une réunion de travail, où on va faire venir quelqu'un qui n'a peut-être pas sa place au départ. Et ça, c'est un travail. On est dans le travail. Oui, et nous, ça ne nous gêne pas. Dit comme ça paraît évident. Je pense que ça nous gêne encore parfois quand même de se dire tiens, est-ce que on peut dire la même chose parce que cette personne est là. Je sais pas, c'est un animateur du centre aéré, on va parler peut-être de problèmes assez intimes ou personnels si c'est la famille qui l'amène. Et nous, quelquefois, moi pour ma part en tout cas, c'est pas si évident que ça quand ça se passe. Après, on essaie de garder à l'esprit que c'est à la demande de la famille et que si pour eux c'est utile que cette personne soit là, bon bah on fait avec. Mais je suis pas sûre que ce soit si simple que ça en réalité. En tout cas de travailler sous le regard des membres des familles, en présence d'autres professionnels avec qui on n'est pas forcément d'accord, ça a des effets, y compris dans le système familial, ou peut-être des parents avec des enfants, ou un papa avec une ex, ou avec la belle-sœur, ou avec la tata, peut se dire on n'est pas d'accord, mais voilà, on en parle, on se frictionne, et c'est pas pour autant que on va mal parler d'elle, on va la disqualifier, etc. Et c'est pareil. Oui. C'est tout ce dont on parle. Voilà. Vous avez des questions? Vous avez peut-être? Mais ce qui est important quand même, au-delà du socio-génogramme, on a discuté dans le train en disant, sous forme de boutade, Catherine disait, mais derrière un socio-génogramme se cache un socio. Elle disait ça, non, de l'autre. Un socio... Cache un autre. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Moi, je trouve que cette idée-là me plaît beaucoup. Parce que c'est tout, ce qui était le plus important dans le socio, c'est, d'accord, et les couleurs, etc., qui nous aident, qui nous donnent un appui, un cadre, mais c'est ce que ça nous provoque en nous. Voilà. On préparait, nous, dans le train, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur expliquer, comment leur... C'est un dessin, mais qu'est-ce que ça génère, c'est compliqué. Et en fait, c'est vraiment toute la discussion qu'il va y avoir autour, et pendant, et de tout ce qu'on va dire. Je pense que ça, c'est une porte d'entrée de se remettre en question, d'arriver à se décaler, de se dire j'aurais jamais pensé à ça. C'est des ouvertures auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui ne sont pas faciles. Parce qu'on en parle facilement, on fait des sociaux, on n'en est pas encore tous au même niveau, on a encore plein de travers. Il y a encore plein de choses qu'on oublie. On dit on invite tout le monde, on en parlait avec Lauriane, une des dernières familles, on n'a pas invité l'Institut. Parce que ça a chopé. Donc on enlève les problèmes. Entre guillemets, mais c'est... Alors qu'on n'est pas... Voilà, il y a encore tout ce travail-là, mais voilà, c'est... Après, ça ne nous empêche pas de travailler, au contraire, ça nous oblige à être encore un peu plus vigilants, et on se l'approprie au fur et à mesure. Mais ça donne quand même des liens avec les familles qui sont intéressants parce qu'on prend les mêmes risques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'était... Nous, on ne prenait pas de risques. On demandait aux familles de faire ci, de faire ça, mais allez-y. Mais c'est compliqué quand même pour ces familles de ne pas comprendre parce qu'ils n'ont pas forcément... Nous, on met du sens sur des actions, les familles n'ont pas. Donc on a dit, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Quand même, ils le font. Depuis qu'on leur dit de le faire, ils n'ont toujours pas fait. C'est quoi du coup, ils ne comprendront pas leur gamin, etc. De faire le socio-génogramme, on prend des risques aussi. Parce qu'on prend le risque de se tromper quand on fait des dessins, on prend le risque de prendre une voie dont on ne sait pas où elle va nous amener. Ça me fait voyager effectivement sur ce général, mais où elle va nous amener, c'est pas évident de pouvoir dire, parce qu'on n'a pas forcément on aime bien avoir des climats, des perspectives, en disant on va faire ci, ça, on va jalonner en même temps. Et là c'est plus compliqué. La prise de risque elle est des deux côtés, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais, et puis parfois, au travers de ce socio-génogramme, on se rend compte que les ressources, c'est pas du tout ce qui est indiqué dans le jugement. Et que donc, quand on a une situation où un placement est préconisé et que nous, ce qui ressort dans le dessin, c'est que, a priori, pourquoi ils ne vivraient pas chez eux,
Bon, là, voilà. Là, il faut prendre le temps d'argumenter, de s'appuyer sur les ressources familiales, de convaincre. Et du coup, ce qui vous permet, dans votre pratique éducative, psy, de considérer que vous secrétez de la confiance plutôt que vous la décrétez depuis ces évolutions. C'est un peu le sujet du débat. Parce qu'on travaille avec. On ne travaille pas autour, on ne travaille pas dans, on travaille avec. Et donc après, nous, c'est de pouvoir terminer cet exposé sur les perspectives et que donc de plus en plus, nous, on a envie d'associer les familles dans beaucoup d'instances de travail de notre pratique éducative. Voilà, et ça devient un réflexe. Donc là, il faut qu'on fasse attention de ne pas aller trop vite non plus, parce que du coup, on peut se retrouver parfois en difficulté avec nos partenaires pour qui se rencontrer entre professionnels pour une synthèse, forcément, il n'y a pas la même. Parce qu'on ne va pas parler de la même façon si elle est là, si elle n'est pas là. Voilà, donc d'essayer de faire comprendre quel risque on prend d'inviter une maman ou un papa et de parler en leur présence des professionnels comme s'ils étaient là, quel risque on prend. Voilà, et pourtant ça fait débat. Une question. Moi, je serais intéressé pour savoir comment vous avez vu évoluer votre travail avec l'ASE, justement, travail de collaboration, par rapport à les pratiques. J'ai un peu avec lui. Mais je serais assez intéressé pour savoir comment vous avez vu ou pas, ou comment vous avez pu évoluer votre travail de collaboration avec l'ASE par rapport à l'évolution de pratique. Bon, cet après-midi, il va y avoir un peu ça va être abordé. Ben oui, quand même aussi. Demain. Ah, c'est demain. Voilà, ça va être abordé demain. Il y a certains principes qui nous aident quand même, sur une situation où on n'est pas d'accord avec l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est quand même souvent une situation compliquée que ça évolue, quand tout va bien, tout va bien. En tout cas, pour ma part, j'avais tendance à rester sur mes positions, à me braquer et à dire mais qu'est-ce qu'il fait, voilà, pourquoi il ne me prend pas, et là, le principe de se dire, on parle quand même d'eux comme s'ils étaient là, on essaye de justement être respectueux aussi des partenaires et de leur parcours et de là où ils en sont. Plusieurs fois, moi, ça m'a empêché d'aller droit au conflit et argumenter, surargumenter et être là-dedans. C'est plus on se pose et on relaisse cette place aux familles qui, elle, va nous dire comment on fait. Il y a forcément des étapes où on va retrouver l'aide sociale à l'enfance et où on va peut-être parler du sociogénogramme, ou peut-être les membres des familles vont leur en parler, mais ça nous échappe même parfois, et où on a un intervenant de l'aide sociale à l'enfance qui nous interpelle en disant « mais le papa il m'a raconté ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et de plus en plus, après nous, sur un territoire défini, les intervenants, on travaille de plus en plus en réseau. Donc ils savent comment on travaille. Et ça va nous permettre encore, je pense, d'aller encore plus loin dans nos réflexions et l'évolution de nos pratiques. Ouais, il y a aussi la donnée du contexte extensif de confiance qui apparaissait à la page d'avant, où de se servir, a priori, de cette confiance qu'on a pu se prêter parfois, ou souvent, ou ça après c'est le temps qui aussi nous dira de pouvoir donner des proportions, mais du coup de pouvoir utiliser ça pour remettre peut-être du lien, remettre surtout dans des situations où c'était très crispé, parce que j'ai envie de dire, parce que des fois plus c'est crispé, plus ça nous plaît au départ, c'est un peu maso, mais en fait, et du coup d'enclencher le système inverse, c'est vrai que comme tu disais par rapport à sa famille, et ce sera demain après-midi, la territorialisation, le fait de se rapprocher vraiment de l'équipe ASE contre l'équipe de la maison d'enfants, permet à un moment donné aussi d'avoir une confiance suffisante pour pouvoir se dire quand on n'est pas d'accord, de pouvoir aussi se confronter, ce qu'on appelle, s'engueuler parfois, mais en tout cas d'être dans une construction dans l'intérêt des situations
et aussi dans une vraie connaissance de notre projet, de notre façon de fonctionner. On a des secteurs de l'ASE avec lesquels on travaille moins souvent, où ils sont encore surpris que lorsqu'on leur dit on va pouvoir basculer dans SAPML, ah oui, mais est-ce que c'est toujours vous qui allez faire le suivi, vous avez de la place? Alors effectivement, c'est un mouvement naturel que d'autres circonscriptions le savent, et du coup, pour eux, ça leur pose pas de... ce sont des questions qu'on a pu à expliquer, et donc voilà, après, il y a encore du chemin. Effectivement, en fonction des nouvelles personnes qui arrivent, etc. On partage avec Gaz. Voilà, et le partage des responsabilités et le partage des risques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne va pas tenter le retour de cet enfant au domicile, voilà. Et donc, quand il y a une meilleure connaissance des pratiques des uns et des autres, et notamment de ce qu'on propose à la communauté COSC, on peut essayer. Si ça ne marche pas, on revient en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément mal travaillé, mais en tout cas, l'essai qu'on aura expérimenté va permettre à chacun d'évoluer, y compris les membres de famille. Donc, la notion de risque partagé, oui, elle est sur un même territoire, elle est importante. Est-ce que vous avez créé des critères d'évaluation? Est-ce que vous avez une vue distante de toutes vos actions? Est-ce que le retour en famille, pour vous, bien sûr, est un critère? C'est un des critères, comme la déjudiciarisation aussi. Après, on n'a pas de critères uniquement sur le sociogénogramme, c'est quand même sur le projet global de la prise en charge dans l'institution. On ne peut pas dire que le sociogénogramme a entraîné ça, c'est pas uniquement sur les sociogénogramme, c'est un des outils. C'est là où on met les familles. De la première UPAF expérimentale, vous pouvez peut-être en changer. Oui, où on essayait de faire un... Sur le sol. Ah non, c'est pas Dario qui disait les bêtises, pardon. Que pouvez-vous nous dire de l'UPAF? On a quand même passé 1 an donc, sur l'UPAF expérimentale, donc l'unité de prévention et de protection et d'accompagnement des familles, à essayer justement de mettre en place tous les outils qu'on a actuellement, donc clinique de concertation, sociogénogramme, mais aussi ceux qui pouvaient avoir avant comme Psychobox, comme un certain nombre d'outils pour oui, faire un petit peu des procédures et avec tous les ressources. Ouais. Non, je sais pas ce que tu veux. Je veux dire qu'on s'est quand même posé la question à plusieurs reprises durant cette année d'expérimentation de où on en est, qu'est-ce qui marche pas, et des critères qu'on va prendre. Donc effectivement les retours en famille, la déjudiciarisation, mais aussi les professionnels qui s'y retrouvent pas à tel moment. Il y a beaucoup de choses qu'on a vu évoluer et qui vont évoluer encore. Avec aussi une présentation à l'extérieur et alors ça c'était plus tous les 1 mois et demi. Moi j'ai participé qu'à une seule, le comité de suivi, où il y a pu avoir la participation de juges, de gens d'autres institutions qui venaient aussi apporter un regard extérieur sur le projet qu'on était en train de défendre et poser les questions et renvoyer aussi leur point de vue. Il y a des effets, il y a des effets quand même sur la durée des mesures, sur le gain de temps. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que un accompagnement s'arrête, il peut éventuellement recommencer quelques temps après, pas forcément avec notre équipe, mais c'est tous ces mouvements-là qui sont intéressants. Et pour rebondir par rapport à ce que dit Lauriane, au niveau des UPAF, sans rentrer dans les détails, mais moi en tout cas ce qui m'intéresse en tant qu'éducatrice ancienne, c'est que l'hébergement collectif est une ressource comme le placement à domicile, comme le placement familial, comme ce qu'on appelle l'hébergement diversifié pour des jeunes majeurs ou même des ados qu'on essaye de mettre en FJT ou en studio. Voilà, et que donc toutes ces ressources
mobilisés, on utilise les mêmes principes régulateurs, on utilise le sociogénogramme, voilà. Et c'est tous ces mouvements-là qui sont intéressants. Juste pour répondre à la question d'évaluation, la question d'évaluation, stratégiquement, on a mis en place un comité de suivi, ce que disait Lauriane, où on a invité un certain nombre de partenaires et on a mis en place des indicateurs chiffrés aussi. Et on avait, c'est intéressant, on avait deux dimensions. En fait, il y avait une dimension sur les durées de prise en charge, taux de rotation, c'est des choses qui intéressent beaucoup l'ASE, parce que dans notre contexte, ça explose de plus en plus, on regarde. Il y a un certain nombre de 200 ou 300 situations qui attendent, dans des situations de placement qui ne sont pas exercées, ou des équipes ASE qui sont désignées par les juges de l'enfant, parce qu'il n'y a plus de placement direct, ce sont des placements confiés à l'ASE. Donc les travailleurs sociaux de médecins en France sont débordés par des situations qui leur tombent en termes de responsabilité, et il y a beaucoup de fatigue et de burn-out dans les équipes sociales en France. Donc l'enjeu, dans un contexte où nos budgets baissent. C'est important de le dire. Donc, on se retrouve dans une situation qu'on a tous un peu acceptée, c'est qu'il va falloir prendre plus en charge, il va falloir prendre en charge plus de situations avec des moyens qui baissent. Si on ne change pas les pratiques, je ne vois pas comment on peut faire. Voilà. Ça sert un peu malheureusement, ça sert un peu nos idées. Et donc on avait mis en place deux dimensions, donc la dimension de la durée, on a mis en place, on calcule la durée de prise en charge, la durée moyenne de prise en charge, le taux de rotation, donc là il y a des choses assez spectaculaires, mais c'est la question qu'on va voir demain, sur les résultats. Et on avait une dimension qui était plus sur le plaisir professionnel. Et on s'est dit, tiens, peut-être que les gens sont mieux au travail. Et là on s'est plutôt focalisé sur les arrêts maladie. Autant sur le premier, on a des résultats, autant sur le deuxième, c'est plus contrasté. Voilà. Et comme on est quand même, on essaye d'être intègre, on continue à regarder les indicateurs. On ne va pas changer les indicateurs parce qu'ils ne nous plaisent pas. Mais bon, c'est moins flagrant. Mais bon, après, ça vous donne une discussion. Mais sur la question de la durée de prise en charge, il y a vraiment il y a des effets, je crois qu'on peut dire incontestables. Et dans un contexte de pénurie de moyens, l'aide sociale à l'enfance, alors avec nous, l'aide sociale à l'enfance, nous mesurer notre performance, j'aime pas trop, mais je vais dire comme ça, sur les taux d'occupation. Et en gros, 105% d'occupation, c'était nul 100%. Et 110, c'était nul 105. Et si on pouvait faire 110, on ne peut pas faire 112. Très bien. On a toujours été évalué que sur ça. Et moi, je leur ai dit, mais attendez, c'est compliqué de faire 110. Si je vous mets de gens, j'ai dit, des sur le d'internat, il y a des enfants qui sortent jamais, et qui les durées de prise en charge qui durent 3 ans, c'est beaucoup plus facile à gérer. Un groupe d'internat, une PAF avec des entrées-sorties incessantes, 95%, c'est déjà pas mal. Et y compris au niveau des flux. Alors, je suis désolé, j'utilise du mot un peu barbare, mais ces discussions-là sont extrêmement importantes avec les discussions. Et quand on leur montre, alors je vais un peu loin et je vois Christophe qui trépide, ça signifie qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, c'est plus de laisser la parole aux autres un peu. C'est vrai ouais. Je trouve que la question de l'évaluation, c'est oui, j'entends. Une bonne piste. Mais Christophe va en parler, je pense. On peut-être à demain. Je pense que c'est encore des questions dans la salle. Je viens. Hop. Pardon la caméra. Je rebondis sur l'évaluation. Comment on peut avoir une évaluation de ce que je par la famille? Merci. Désolé avec la question. En fait, c'est presque ce que disait en dernier notre directeur en guise d'introduction. L'étape d'après serait une famille humaine témoigner de ce que ça, de comment ça a fait bouger les lignes chez eux aussi. Enfin, voilà, après, au quotidien, je pense qu'il
Je ne sais pas s'ils arrivent vraiment à verbaliser. Elle est assez informelle pour l'instant, l'évaluation des familles, c'est ce qu'ils vont nous renvoyer dans ce qui s'est joué à ce moment-là, parce que après, durant la prise en charge, on a beaucoup de familles ou de jeunes qui vont dire « Ah, mais la première fois que je t'ai vu et qu'on a dû faire ce dessin, je me suis demandé où j'arrivais et ça m'a permis quand même de poser telle question. » Enfin, voilà, c'est ce qui renvoie sur ce moment-là. Après, une évaluation avec des critères vraiment posés par les familles, en tout cas, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on en est là. Et je ne sais pas si en plus, je ne sais pas s'ils peuvent la faire dans l'immédiateté. Je pense que c'est après coup qu'ils vont peut-être se rendre compte, parce que ce n'est pas que le sociogénogramme, comme on a insisté sur le fait que c'est l'approche qu'on a des membres de la famille et de leurs considérations. Et que donc finalement, ce sociogénogramme, c'est assez anecdotique, hein, c'est un prétexte. Je crois qu'il ne faut pas focaliser là-dessus. Le plus important, c'est de les mettre au centre de l'accompagnement, y compris quand on a des choses compliquées à leur dire, parce que c'est pas... on tenait absolument à placer à un moment donné ou à un autre l'expression favorite de notre chef de service, béni oui oui quoi. C'est pas béni oui oui tout le temps. Voilà. C'est pas parce qu'on ne parle pas de certaines choses que les choses compliquées ne se disent pas. Voilà. C'est ça la différence. Oui, et c'est parce que c'est comme ça que ça peut se parler, mais pas on va estomper les soucis. Petit à petit, y aller. Alors on prend des chemins déclinés, mais voilà. C'est jamais perdu de vue et on est aussi vigilant aussi à ça. Et je crois que les familles sont vigilantes de savoir si on va y aller et comment on va y aller. Parce qu'elles nous attendent quand même à ce niveau-là aussi, par rapport aux autres. Et je pense qu'aussi, on parle d'évaluation des familles sur le sociogénogramme, mais je pense aussi qu'elles nous évaluent aussi sur ce qu'on leur propose et de comment on va mener les choses. C'est un dialogue, c'est ça. Peut-être qu'après, je ne sais pas s'il y aura une évaluation de l'utilisation du sociogénogramme tout court. En tout cas, puisque le sociogénogramme fait partie d'un tout, de l'ensemble d'une approche, et que je pense que de cibler une constructive à l'évaluer, et après, de toute façon, il y a aussi des familles qui refusent. Qui refusent ou qui ne viennent pas, ou qui se débrouillent pour ne pas le faire, ou en tout cas comme prise de connaissance. Donc ça arrive effectivement qu'il y ait des situations où on n'a pas fait le dessin à l'entrée. Et puis par contre, le temps passant, on fait peut-être bien le dessin quand même. Donc, et on le fait dans un second temps et avec du coup une idée différente qui n'est plus de faire connaissance, mais en tout cas de donner l'occasion à la famille de partager ce qu'elle a envie de dire d'elle-même, au niveau de son parcours, de ce qu'elle a envie de dire. C'est pour la caméra pour le film. J'ai trouvé d'abord que Béni oui, c'était un joli surnom. Voilà, je viens de l'apprendre. Tu as un petit peu évoqué là quand même la question que je souhaitais qu'on aborde, c'est la question des limites, la question des échecs sur ce genre de pratique. On avait des ressources que vous avez présentées, on sent que vous êtes fort prise là-dedans et engagée dans ce travail-là. Mais voilà, j'imagine qu'il y a certainement des exemples concrets où ça ne marche pas, où ça n'a pas donné ce que vous avez etc. Non, aucun. Je ne sais pas si on peut parler d'échec. Pas vraiment d'échec, parce qu'il y a toujours une ressource. Après, on prend la famille là où elle en est. Si elle ne peut pas aller au-delà d'eux, est-ce que c'est un échec? Elle est dans le... Si simplement le fait de pouvoir parler d'un truc, la fait décaler d'un temps soit peu, c'est pas, on est quand même dans rechercher les ressources, même les plus infimes. Voilà. Ne serait-ce que, je ne sais pas, mais un truc mais de se parler différemment au sein d'une famille. Si déjà on a réussi à faire ça. Si on est dans les objectifs quand même que les familles ou les jeunes nous amènent et plus dans ceux que nous on amène. Donc parfois on peut considérer comme un échec un placement qui ne se termine pas ou un placement ailleurs, alors que finalement le fait d'arrêter le placement c'était notre objectif et pas forcément celui que la famille amenait à ce moment-là.
Après, c'est plutôt le sens qu'on va donner, parce qu'il peut y avoir un fait que un enfant va rester placé, mais la façon dont la famille va le vivre et va le transmettre, là, je pense que le décalage est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'après, on va aller rechercher, ce ne sera plus forcément on est des mauvais parents, mais plutôt, nos enfants sont placés, mais on peut quand même contribuer d'une façon ou d'une autre à la vie de notre, être présent dans la vie de notre enfant de façon différente. Et valider ça aussi, parce qu'il y en a qui ne pourront pas. C'est vrai qu'on aimerait que tout soit bien, mais valider ne serait-ce que la plus petite contribution des familles quand leur enfant est placé, c'est aussi pas forcément vécu comme un échec. Ça peut faire avancer les enfants. Il y a peut-être des choses où entre ce qu'on avait imaginé comme projet, ce que vous disiez, et que ce qui se passe à la fin, ou par rapport à ce que la famille nous amène peut-être à faire ou à ne pas faire, on pourrait considérer qu'il y a des fois effectivement des situations d'échec, quand il y a un retour sur l'internat, puisque comme on essaye vraiment que les enfants retournent en famille, etc. Mais je cherche depuis tout à l'heure, en fait, s'il y a un exemple d'échec, et il y a mon directeur qui veut. Il y aura une dernière question, là-bas derrière. Là où on a été en difficulté, en tout cas moi, c'est quand je suis allé trop vite, et qu'on a trop vite, on n'a pas assez pris sur les partenaires, sur ce type de compétition. Là, on s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé dans une situation assez désagréable, où surtout on a venir les parents, tout ça, on est vraiment focalisé sur ça. Et puis on se retrouve avec des psychiatres par exemple. Je pense que c'est une situation difficile, vraiment spécifique. On a un psychiatre qui a découvert le dispositif en même temps qu'on l'animait. Et là, ça a été, j'ai ramené, mais vraiment comparément, quoi. Elle a fait soulever cette fois, c'était la catastrophe. Et, alors, la famille nous avait aidés, et je pense qu'elle avait bien compris qu'on était parti, elle n'était pas venue. Et je pense que les familles ont une très bonne expertise sur quoi on est capable de les accueillir. Là, on n'était vraiment pas capable de les accueillir. Et moi, je suis allé trop vite. Je suis allé beaucoup trop vite. Vraiment. Je n'ai pas pris soin de cette psychiatre, avec qui, voilà, je n'ai pas très envie d'aller prendre soin. Et là, il y a une vraie limite, un vrai échec, et c'est mon problème, c'est pas le problème de la psychiatre. Et les familles savent, je crois, ils ont une très bonne expertise de là où en est la raison. Et elles vont plutôt avoir tendance à fuir les espaces si on ne leur a pas donné des signes que le réseau n'est pas à les accueillir. Merci beaucoup. J'ai une dernière question là-bas en haut. Merci. Ce ne sont pas des questions, ce sont plutôt des remarques. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant, merci pour votre intervention. J'ai 2-3 petites remarques, je vais être assez rapide. Donc je parle en tant que formatrice ici à l'UT, mais aussi sociologue. J'ai une autre question par rapport à ça. Donc premièrement, c'est super, ça réhabilite le papier crayon. J'ai fait toutes les salles pour vous trouver un paperboard et j'en ai pas trouvé. Donc je trouve que l'idée de travailler avec un feutre sur du papier, c'est un modèle qui est intéressant en soi. Ça a toute son importance en fait, dans l'idée de co-construction avec les personnes. On peut effacer, on prend notre feuille et on recommence. Et ça, c'est super important, je trouve. C'est laisser des traces quelque part. Voilà. Et là, je parle en tant que formatrice, je trouve que ce modèle autorise la création, que les travailleurs sociaux, les éducateurs éducatifs spécialisés créent des liens avec la famille. Enfin, quand vous parlez de vous, par exemple, en disant, je dis aux gens, j'ai pas des chiens, par exemple, voilà. Et après, je vais donner du sens à ce que je dirais, mais c'est aussi, autorise les travailleurs sociaux, c'est à parler de soins. Et ça va un petit peu à l'encontre d'un mouvement de fond sur les terrains. Enfin, moi, je parle en tant que formatrice, hein, donc on fait des cours d'études pratiques avec nos étudiants, etc. Au nom de la fameuse bonne distance qui existe, enfin, bref, voilà. J'ai des étudiants qui m'osent prendre les enfants sur leurs genoux et de faire une gratouille dans le dos parce qu'ils ne sont pas à bonne distance. Hein. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. On pourra peut-être en discuter par la suite. Et puis, parce que j'ai l'impression quelquefois que nos étudiants stagiaires sur les terrains n'ont plus le droit de créer des liens, etc. Tu vas partir, etc. Oui. Donc nous,
on fait en sorte de beaucoup réfléchir sur la question et dire que prendre des risques, s'engager à l'autre, c'est prendre des risques aussi. Voilà. Et là maintenant, je parle en tant que sociologue, mais c'est peut-être, je ne sais pas construit, mon idée n'est pas construite. Vous le présentez comme un outil, mais un outil qui s'appelle bien et mal utilisé. Et j'ai peur que, comme tous les beaux outils, il y a une dizaine d'années, on parlait des compétences des familles, on était super contents, enfin. Et maintenant, on en vient à parler, il y a des injonctions, les gens doivent montrer leurs compétences, etc. Et j'aurais peur que se parler de soi des familles devienne une injonction à parler de soi. Enfin, mal utiliser l'outil, enfin, je ne sais pas comment vous... voilà. Partout maintenant, on est dans un monde où tout le monde parle de soi, mais sans sens en fait. Et donc c'est juste un petit questionnement par rapport à ça. Après, je pense qu'on essaie de s'appliquer la même chose qu'on demande aux familles, c'est qu'on parle de nous quand on se sent aussi, et à ce moment-là, parce qu'on a envie d'amener ça, et pas parce qu'on fait en principe de suivre. Non, bien sûr. Mais par exemple, votre remarque, lorsqu'on fait un tour de présentation, rien n'empêche un professionnel que de signifier qu'elle a 2 enfants. Mais ça, on l'interdit à nos étudiants et on dit, mais en même temps, si ça prend sens dans la relation, ça a du sens. Enfin, voilà. Mais on a des étudiants totalement, ça pue. Au contraire, ces zones de recouvrement sont très intéressantes. Par exemple, nous, on a un collègue qui habitait le même village, je ne sais plus si c'était l'oncle d'un jeune dont on s'occupait. Voilà. Et par rapport aux couleurs, vert, noir, et on discute de ça. Et oui, je suis éducateur, mais j'habite aussi tel village et je suis élue et je peux faire des loisirs et je peux vous croiser, etc. De toute façon, par rapport à notre dernière rubrique qu'on voulait amener dans le sens de c'est pas fini, au-delà du sociogénogramme, donc nous, une fois qu'on a établi le sociogénogramme est fait partager avec les membres des familles, on élabore de manière partagée également un projet éducatif d'accompagnement, qui est un document qui est très formalisé, qui répond aux exigences des lois concernant la place de la famille, etc. Mais là encore, un document où on peut en faire... Document partagé, on donne un exemplaire vierge par exemple à un papa, à une maman s'ils sont séparés, ou 2 s'ils vivent ensemble. On peut éventuellement donner un exemplaire à l'enfant ou aux jeunes adolescents. Oui, mais ça dépend après. Comment on n'est pas uniforme au niveau de comment on le pratique, je pense. Donc on repère les besoins. On définit des objectifs évaluables et les moyens pour y arriver. Et donc tout ça, pardon ? Oui. Donc on retrouve les ressources qu'on a pu observer, les zones de recouvrement ou les zones qui ne sont pas praticables lors du sociogénogramme. Et autant qu'on se serve de ce qu'on a pu observer et partager avec les membres des familles pour élaborer ce document. Voilà. On met en place, tu veux ajouter quelque chose ? On essaye aussi de mettre en place des temps partagés avec les membres des familles et les enfants. Donc c'est au-delà de la sortie éducative. On a parfois fait des séjours à la neige en emmenant des parents. Voilà. Ça aussi, c'est la force convocatrice des familles qu'on va à un moment donné. Là, on est au-delà du sociogénogramme. Et comme disait notre directeur, en tout cas, on réfléchit à comment de plus en plus intégrer et faire rentrer les familles dans nos espaces de travail, que ce soit dans des réunions de projets. Alors ça suscite débat et réaction, parce que, comme on disait tout à l'heure, les professionnels ne sont pas prêts à ça, mais les familles vont nous y aider aussi. Moi j'ai l'exemple d'une maman que j'avais invitée à une réunion, ça me semblait évident, avec un hôtel. Et elle m'a dit, mais bon,
je peux bloquer le processus, Madame Nasdi. Vous les rencontrez, mais je vous demande de ne rien dire de personnel me concernant. Et j'ai dit oui, mais si je fais ça, comment? Dites-moi plutôt qu'est-ce que vous souhaitez que je dise de vous ou ce que vous ne souhaitez pas que je dise de vous. Ça, c'était déjà une première étape. Et au final, quand on a partagé sur ma difficulté, le fait que, comme on disait tout à l'heure, j'étais allée trop vite, comment on pouvait prendre soin des professionnels qui n'en étaient pas encore à cette vitesse-là, elle a appelé elle-même la psychiatre de l'ITEP en disant je me retire de la réunion prévue avec les professionnels de votre établissement et la référente de mon enfant. Voilà. Entre-temps, la réunion avait été annulée. Voilà. Et pour dire que en même temps, tout ce mouvement, on peut le travailler, et avec les professionnels, et avec cette maman et son enfant. C'est drôlement intéressant de voir comment les professionnels ont des difficultés à travailler ensemble, comment elle peut être ressource, ou au contraire, à un moment donné, bloquer le processus. Voilà. Et c'est tout cet entre-deux qui est intéressant à travailler. Merci beaucoup. Je pense que, du coup, que ce soit pour vos questions, vos remarques, les réponses, mais je pense qu'à un moment donné, de temps en temps, il est important aussi d'avoir l'avis d'experts qui, de leur place, peuvent vraiment nous guider et nous permettre d'avancer dans ce qu'on travaille. Et tu ne crois pas signaler, Christophe? Parce que la recette est dans la salle. Tu ne crois pas signaler, Christophe? Salut, en fait. Bon, tant pis pour l'Arsène, salut, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de vous. Nos experts, bonjour. Ah, elles sont belles, elles sont belles. Ah, c'est vraiment des experts, mais il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas d'experts. Il y a juste de l'expérience. Bonjour Lazira, bonjour Corinne, bonjour Lauriane, bonjour Lauriane. On fait connaissance, c'est important. Bonjour David. Nous avons les huiles essentielles. Eh bien oui, on vous explique comment on est arrivé là, nous aussi. Hein. Oui. Comment sommes-nous arrivés là? Comment on est arrivé là? Et là, on a décision de placement. Là. Voilà, c'est un petit peu difficile à expliquer. C'est un peu embêtant parce que voilà, le juge a décidé que toute la famille Poste sera placée à Lille. Ouais. Et toute la famille, évidemment, en muchachos va être placée à Poste. Voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et l'année suivante, ils seront placés dans la famille de Royan. Voilà, ça sera des échanges à Royan, etc. Donc voilà, il faut que ça qu'on mette en œuvre en tant que spécialiste, en tant que professionnel. Oui, hein, professionnel, oui, c'est ça. Mettre en œuvre cette décision, mais pas tout seul, parce que SAPMN, défie tout ça, il faut qu'on le fasse avec les familles. Avec les familles. Si on a bien compris, on doit intégrer les familles. Oui, non. Il faut qu'on fasse un sociogénogramme. Voilà, mais chut, un sociogénogramme. Oui. Mais c'est quoi un sociogénogramme? Merde! On a attendu celui-là, hein, pour le voir. On a tout écouté, hein. Oui. On a tout compris. Tout. Mais on va vous faire le sociogénogramme. On va essayer. Bon, d'abord, il faut identifier. Identifions-nous. D'abord, nous. Alors, bon, déjà, on est des professionnels. Et Lucien, voilà, je vous présente Lucien. Tu n'es pas en vert. Tu devrais être en vert. Je vais commencer par m'exposer d'abord. Moi, je suis professionnel. C'est bien ça, c'est bien ça. Hein, c'est bien ça. Ça y est, ça y est. Enfin. J'ai eu peur parce que s'il n'est pas en vert, il ne peut pas travailler. Ça, il l'a dit. Il a dit, David, hein, si vous n'êtes pas en vert, il faut apprendre les codes. Hein. Il faut apprendre les codes. Bleu, c'est quoi, monsieur? Bleu, il ne se souvient pas. Bleu, il sait pas. Et alors, vous êtes des mauvaises, c'est d'abord. Non, mais non, vas-y, c'est bien. Quand on ne sait pas, ça fait débat. C'est bien. Heureusement. Laissez faire. Donc, on va mettre en place les familles. Oui, attends, les maisons d'abord. Ah, les maisons. D'abord, la maison Coste. Non, c'est moi la maison Coste parce qu'elle est beaucoup plus évoluée, tu vois. Ah, c'est vrai, moi, la maison Muchachos. Mais c'est bien. Hein? Elle est bien, ma maison Muchachos. Attends, je vais la donner au papa Muchachos. Voilà, ça papa Muchachos, voilà.
Voilà. Ah, ça c'est bien. Bon, maintenant il faut faire les liens, alors les liens dans la famille. Des carrés, des ronds. D'abord que nous. Levez la main, les carrés et les ronds de la famille. De la famille Coste, oui, levez les mains. Les Coste. Ouais. C'est tout, il n'y a que 3 Costes. Ça alors, il n'y a que 4 Costes. Bon, ben alors, allez, on va faire les liens. C'est noir, hein, vous avez vu? Nous on a appris, monsieur. C'est dangereux ce métier. Vous êtes en relation avec les gens? Voilà, c'est ça. Ça va venir. Ah, très bien, note-le. Oui, il faut le faire devant la famille, avec la famille. Vous êtes en relation avec ces gens? Non? Vous avez bien une relation, quelque chose. Peut-être que vous êtes amis, vous n'êtes pas amis? Ah, bon, ah ben non, mais alors dans ce cas, est-ce qu'on met bleu, est-ce qu'on met noir? C'est difficile ça. Et puis Lucien, il n'y a pas que des papas et des mamans dans la famille. Hein. Il n'y a pas que des papas et des mamans dans la famille. Il y a les enfants, les cousines. La cousine Lauriane, madame. Bon, là ça a l'air d'aller, hein. La famille Coste. Voilà, là. Truc. Super. Ça, hein. On a quand même la famille de Lille qui est un peu isolée là-bas, toute seule. On va faire un lien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'activer vers nous. Oui, l'activer vers nous. Ça c'est. Attendez. Ah oui, je réfléchis. Oui. Famille professionnelle. Oui. C'est. Rouge. La famille il faut que tu dis, ouais, il est mal formé, c'est qui? Enfin, t'es un ancien étudiant de madame. Attention de ne pas trop en dire sur toi. Je ne dirai rien. Je dis ce que je veux sur moi. Merde. Comment je vais continuer à avancer, moi, si je ne sais rien de toi? Qu'est-ce que tu as envie que je dise de toi? De toi? Non, de toi. Oh, la distance. Là, ça c'est bon, distance. Hop, doucement, là, doucement. Voilà. Hop, ça va, au niveau de distance, madame? C'est bon? Hein? Comme ça? Oh, les professionnels, j'adore les professionnels. Oh, oui, on sent bien les professionnels. Tournez-vous, s'il vous plaît. C'est comme ça, comme une relation uniquement professionnelle. Oui, c'est uniquement professionnel. Oula, c'est une relation qui est verte. Bon, alors attends, je me lie à toi. Voilà. Et le problème, c'est comment on va faire pour aller sur le terrain maintenant. Parce que si je vais sur. Surtout qu'il faut activer les relations. Bon, alors, entre la famille et les professionnels, on va dire, activer. Attention. Ils vont à Lille, ça y est, maintenant ils mélangent tout. Qu'est-ce qu'il faut faire, Lauriane, dans ce cas? Bon, ça a du sens. Il active les muchachos. C'est bon, il active. Allez-y jusqu'aux muchachos. Bon, c'est comme ton sociologue, il est nul, ton sociologue. Allez-y, tirez encore un peu. Voilà, ça, alors là, on voit bien le lien. Donc c'est bon, hein, Christophe, le lien est bon, hein. Je teste l'activation. Active. C'est pas toujours facile d'activer les professionnels. C'est un dur métier, hein. Je t'avais dit qu'il fallait pas te détacher. C'est dur ce métier. Voilà. Ah ça y est, je le sens. Ça va? Tu sens le lien là, c'est bon? Oui. Bon. Mettez pas trop de tension, hein, quand même. D'accord. Alors maintenant, il faut faire. Si tu lâches, je me le prends. Il faut parler des absents comme s'ils étaient là. Oui, c'est vrai. Alors, qui est absent? Ils ne lèvent pas le doigt, donc ils sont pas là. Donc ils sont là. Donc on en tient compte. Donc on en tient compte parce qu'ils sont là. Voilà. C'est difficile votre histoire. Donc là, on fait la baisse. Et après on est trop pressé. Tu vois comme toi, on est trop pressé. Est-ce que la ZE est là? David, il est trop pressé. Hein? Trop vite. Et lui, regarde lui, il prend son temps. Je prends mon temps, toi. Je laisse un petit peu. 2 ans, 3 ans. Voilà, je remets de l'attention. Je regarde comment on entretient une relation collective. Voilà, ça y est. Ça, c'est une relation simple. Ça y est, j'y suis. Je suis en vraie relation avec la famille. Super belle relation, simple, magnifique. Tire pas trop, je vais me casser la fille. J'ai une relation un petit peu plus compliquée là. Lucien. Oui.
Tu vois, si je le jette par exemple je le jette à Lille, tu vois, je jette la relation à Lille, hop. Il n'y en a pas un pour rattraper. On ne peut pas considérer ça comme un échec. Non. Parce que quelque part, elle l'a ramassé. Elle a ramassé, elle l'a mis sur sa table. Oui, mais il faut... Elle s'empare du sociogénogramme. Comme quoi elle se l'approprie, le sociogénogramme. C'est une famille qui va faire des progrès. Oui. Il n'y aura pas d'échec. Non. Aucun échec. Nous allons noter les petits détails infimes. Levez un tout petit peu. Regarde, regarde. Voilà. Et ça, déjà, ça suffit déjà pour... Hein, tu vois ce que j'entends. Donc, elle est d'accord, Lauriane est d'accord. Donc là, on a des liens, alors allez-y, prenez les liens, voilà. On a des liens de toute façon. Ah Lucien, j'ai un lien blanc. on va innover. Ils sont là aussi pour ça, on va innover. On innove. Oui, oui. Allez. Une relation avec les cousines. Oui, on va relation avec les cousines. Là, tu vois, et Jazira, tu vois, elle a à la fois le lien noir et le lien blanc. C'est le cheval noir et le cheval blanc. Tonton Christophe, tiens. Ça va Christophe, alors attends. Écoute, ça, si c'est pas du génogramme. Attends, je te cadre, Christophe. Lucien, voilà. Ah oui, pardon. Ça y est, t'es cadré. Ça y est, je l'ai cadré, c'est bon. C'est bon. Là, on avance. Ça y est. Il faut du temps, des fois, pour que ça marche. Oui. Vous allez. Avec les fourmis, c'est mieux. Ah oui. Ça va, excusez-nous, hein, on aurait pu avoir une petite nana avec nous. Ah oui. Ça va, tu vas bien là? Je commence à fatiguer. On est deux C'est mecs, un métier vous comprenez, difficile, hein. Nous sommes deux mecs, il fallait la faire, ça. Ah, merci Christophe. Pour ce génogramme est un grand succès, David. Aussi, nous avons décidé de te remettre le prix du génogramme. Attends! Le prix du génogramme sera remis aujourd'hui à David Est-ce que Jean-Michel Le Maire est là? Non, mais tant pis, je le mets à David. Voilà. Donc là, il y a tous les liens. Il y a vert, il y a rouge. Qu'est-ce que t'en penses, Lucien? Je crois que... Voilà. Là, il y a de la confiance. Très bien. Là, on a secrété la confiance. Là, on secrète la confiance. C'est de la confiance à l'état pur, regardez-le. Jamais les familles n'oseront le regarder comme ça. Mais tu es pas fou, David, tu vas foutre en l'air tout ton travail. Tu es trop pressé. C'est bien que les familles ne soient pas là. Oui, mais la prochaine fois, elles seront là. C'est ça que vous avez décidé. La fois prochaine, elles seront là. Et si tu te rends compte, si on te met la perruque la fois prochaine. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces éducateurs spécialisés? Oui. Bon, écoute, je crois que c'est comme dans le dessin. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Non, c'est pas le dessin. C'est quand même la bonne parole qui vient de Santa Coste. C'est le facteur de Santa Coste. C'est le facteur de Santa. Mais il est à dire, j'y vais. C'est le facteur de Santa Coste qui est venu jusqu'ici. Jusqu'à Tourcoing, hein? Oui. Avec sa nouvelle méthode, le génogramme. Parce que c'est le soleil tropical, non. Donc, alors le chantier, il est allé et il dit « Eh oh les muchachos, on a trouvé le génogramme, eh oh les muchachos, on va vous apprendre le génogramme. » C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Alors, après, bravo, super. Alors avec nous, hein. Eh oh les muchachos, on vous apprendre le génogramme, eh oh les muchachos. Allez, à tout à l'heure. Vous pouvez l'approcher sur votre frigo, Bon ben voilà, donc nous sommes nos clowns qui venons de jouer à l'instant, c'est Lucien et Basile, et dans la vie, c'est Jeff pour moi, Jeff de Mêlée et Bertie de Sylvander, et nous appartenons à la compagnie des Bataclowns. Et nous sommes clown analystes professionnels. Nous allons dans les colloques, les congrès, les séminaires, tous les endroits où les êtres humains travaillent pour le bien de l'humanité, on espère.
Et nous intervenons en contrepoint, on renvoie un regard décalé, décalé du clown sur l'actualité et la vérité des humains en société. Voilà. Moi, je pense qu'il a très bien parlé. Donc c'est ce qu'on vient d'essayer de faire à l'instant pour donc les MEX, la communauté de Coste. Sociogénogramme. Voilà, c'était. Voilà. Donc on intervient pour cette profession à laquelle on est très attaché désormais, parce qu'on les estime, on les admire, on trouve qu'ils font un boulot vraiment formidable. Et donc on essaye de s'imprégner de ce travail, des présentations qu'ils font, de voir un peu comment on peut leur rendre un peu ce qu'ils nous donnent quand ils prennent la parole. Voilà. Et ça a bien passé. Très bien. C'était sympa. Donc bien... une première intervention, il y en aura d'autres qui vont venir dans les jours, enfin dans la journée et demain. L'après-midi et demain, voilà. Continuer sur ce modèle. Donc en fait, on est en improvisation. On se donne quelques jalons avant de rentrer sur scène, quelques personnages, des situations, et puis après ça part en impro. C'est ça notre principe. On s'imprègne dans un premier temps, puis après on rend ça sous forme de jeu improvisé. Voilà.